Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion d'intégrale curviligne. Donc les intégrales curvilignes sont des intégrales sur des courbes dans un espace Rn. Donc en particulier R3 ou R2 ou d'autres espaces moins intuitifs. Mais pour comprendre la notion d'intégrale curviligne, il faut déjà comprendre qu'on a une courbe qu'on va appeler gamma et une fonction de plusieurs variables, donc une fonction f de plusieurs variables, qui est une fonction de Rn dans R, ou alors, on le verra ensuite, ça peut aussi être un champ vectoriel de Rn dans Rn, et cette fonction, on va définir son intégrale sur la courbe d'une certaine façon. De cette façon, on va avoir en fait l'intégration de notre fonction sur les points de la courbe gamma. Donc, la première chose à faire avant de définir réellement l'intégrale curviligne est de définir comment est gamma. Donc, on va définir l'intégrale curviligne uniquement sur des courbes qu'on appelle régulières. Donc des courbes spécifiques qui satisfont certaines conditions qui sont nécessaires pour pouvoir construire l'intégrale curviligne. Donc une courbe est dite régulière. Donc gamma est dite régulière si on a les conditions suivantes qui sont vérifiées. Premièrement, il doit exister une paramétrisation de notre courbe. Donc, il doit exister une fonction gamma d'un intervalle fermé AB à valeur dans notre espace Rn, tel que notre courbe gamma est paramétrée par cette fonction gamma, c'est-à-dire notre courbe grand gamma est paramétrée par l'image de petit gamma. Ce qu'on peut autrement écrire comme l'ensemble des images gamma de x, telles que x est dans l'intervalle AB. Ça, c'est l'explication de cette écriture-là. Donc, il faut premièrement justement qu'on aille qu'en tout point de notre courbe, ce que veut dire cette condition, c'est qu'en tout point de notre courbe, tout point de notre courbe est l'image de gamma. Donc, c'est-à-dire, si on prend un point ici, ça va être le vecteur gamma en un point t avec t dans l'intervalle AB. Donc, c'est ça réellement ce que signifie cette paramétrisation. Ensuite, cette paramétrisation doit suivre certaines conditions. Premièrement, la dérivée de gamma. Donc, qu'est-ce que c'est que la dérivée de gamma? C'est, par la définition de la dérivée, la limite lorsque h tend vers 0 de gamma de t plus h moins gamma de t sur h. En fait, on peut écrire gamma comme un vecteur. Il faut penser ça comme un vecteur. Donc, ces flèches que je mets ici, je les note pour exprimer que c'est un vecteur, mais dans un souci de simplicité de notation, je ne vais plus les écrire comme un vecteur. Donc il faut vraiment s'imaginer que gamma est un vecteur dans Rn et que l'argument t est un nombre réel. Donc on a ici vraiment la différence de deux vecteurs divisée par un nombre réel. Et ça, c'est la dérivée de gamma point. Et on veut que cette dérivée soit non nulle. Donc déjà, comment on peut interpréter la dérivée gamma point? La dérivée gamma point, c'est le vecteur tangent à notre courbe en tout point. Donc si on a ici gamma de t, ici on aura le vecteur gamma point de t. Ou dans l'autre direction. Ce qui importe, on peut aussi l'avoir dans cette direction. Ce qui importe, c'est que le vecteur doit être tangent. Alors je vais vous montrer pourquoi. Si on imagine une courbe, donc cette fois-ci je la dessine dans R2, mais c'est exactement le même principe. Si on prend notre point gamma de t dans la définition de la limite, et qu'on prend un gamma de t plus h, un tout petit peu plus loin, la différence gamma de t plus h moins gamma de t, ça va être le vecteur suivant. Ça va être gamma de t plus h moins gamma de t. Et ensuite, on peut le diviser par h, ça ne va pas changer sa direction, ça va juste changer sa taille. Mais la direction, c'est toujours la même. Et on voit que lorsqu'on fait tendre h
vers 0, ce vecteur va tendre vers la tangente en ce point gamma de t. Donc c'est vraiment ça la dérivée gamma de t. Et pourquoi on aimerait que cette dérivée soit non nulle? Parce qu'on aimerait tout simplement qu'il n'y ait pas de point stationnaire, donc pas un point où notre point gamma, que notre courbe gamma reste stationnaire à ce point. On aimerait que la courbe se parcourt sans s'arrêter. Et pour ça, il manque encore une condition. On doit avoir que gamma est injective. C'est-à-dire, rappel de l'injectivité, que si on prend A différent de B, on doit avoir que l'image gamma de A doit être différente de gamma de B. Donc c'est-à-dire que, autrement dit, on ne peut pas avoir deux points, enfin, on peut pas avoir, on reste jamais sur le même point, et on revient jamais en arrière. Si on a ici gamma de A, que la dérivée non nulle et qu'on avance, gamma de B, et on n'aura pas ici un gamma de C. Parce qu'on aimerait vraiment l'injectivité en fait. Et gamma, elle doit être injective, j'ai oublié de préciser, elle doit être injective sur AB, ouvert. Pourquoi? Parce qu'on autorise que gamma de A soit égal à gamma de B, donc où A est différent de B, hein, ça c'est... Sinon on n'a même pas une courbe, si on prend A égale B, on a juste un point. On autorise gamma de A égale gamma de B, c'est le cas en fait où on a une courbe fermée. Voilà. Donc ça, dans ce cas-là, on dit que la courbe régulière est fermée. Donc à ce moment-là, c'est une courbe régulière fermée. Voilà, donc on a défini ce que c'est qu'une courbe régulière. Il manque encore que, j'ai oublié de le préciser avant, gamma doit être une fonction continue et dérivable aux dérivées partielles continues sur l'intervalle AB. Comme ça, on s'assure de la dérivabilité de gamma, ce que j'avais supposé ici. Donc en fait, on peut même mettre cette condition avant. Il faut vraiment que gamma soit tel que ça et gamma doit être une fonction continue aux dérivées partielles continues. Voilà, donc on a défini ce que c'est qu'une courbe régulière. Maintenant, on va définir du coup l'intégrale curviligne. Eh bien, l'intégrale curviligne, elle va être définie, c'est bien une définition mathématique, comme l'intégrale sur la courbe gamma de f ds. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'intégrale curviligne de f sur gamma, où f, donc déjà, on prend le cas, f est une fonction de Rn dans R. Donc là, c'est la définition où on prend une fonction f de Rn dans R. Alors, l'intégrale curviligne de f sur gamma, c'est comme ça qu'il faut lire cette intégrale, c'est l'intégrale curviligne de f sur gamma, va être donnée comme l'intégrale sur l'intervalle AB de notre fonction f évaluée en gamma de t, ceci multiplié par la norme du vecteur gamma point de t. Donc ça, c'est vraiment une définition qui permet réellement d'intégrer notre fonction f sur la courbe. Donc on intègre notre fonction f qui est définie en tout point de cette courbe et on l'intègre sur notre courbe parce que si on prend un point de ici x de notre axe, donc x, y, z, eh bien, que je vais appeler juste x vecteur, si on prend un tel point, on peut l'écrire comme f de gamma de t. Donc intégrer les x sur cette courbe revient à intégrer les f de gamma de t. Et ensuite, on multiplie cette intégrale par un facteur gamma point de t pour renormaliser, si on veut, l'intégrale. Comme ça, on remarquera que cette définition ne dépend pas de la paramétrisation gamma. Et c'est ça, donc ça je ne vais pas le démontrer, mais je pourrais le faire si vous le voulez dans une autre vidéo, où je pourrais montrer d'autres propriétés. Mais
ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette paramétrisation, cette intégrale, ne dépend pas du choix de gamma, de petit gamma. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la première définition d'intégrale curviligne sur une fonction à valeur réelle. Maintenant, on va définir l'intégrale curviligne sur des vecteurs. Si on a une fonction de Rn non Rn, on va définir l'intégrale curviligne de f ds sur notre courbe gamma comme l'intégrale toujours sur le rectangle AB, sur l'intervalle AB. Donc, ça, si vous préférez, on peut noter aussi l'intégrale entre A et B, tout simplement. Donc je vais le noter comme ça pour simplifier la notation. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que maintenant on a transformé notre courbe en un intervalle, si on veut. Et là, cette fois-ci, ça va être le produit scalaire, donc du coup de f qui est un vecteur, évalué en gamma de t. Donc cette fois-ci, je note les vecteurs, c'est juste pour que ça soit plus clair, mais avant c'était aussi des vecteurs, hein, fois gamma point de t dt. Donc c'est un peu la même, c'est un peu symétrique à la précédente définition. On remarque qu'on a juste, si on veut rajouter des flèches et enlever la valeur absolue. Et cette intégrale a des interprétations physiques assez intéressantes qu'on pourra discuter dans une autre vidéo, mais je vais déjà en présenter une. Par exemple, si on prend la force, qu'on dit du coup que c'est une fonction de R3 dans R3, donc une force est définie dans l'espace. Par exemple, si on a la force de pesanteur, elle est définie dans l'espace R3 en tout point, et par exemple, on va dire que F en un point X donné va être donné comme m fois un vecteur constant. Donc ça, c'est vraiment une constante g. Donc si on a une telle fonction, on peut définir l'intégrale curviligne sur cette fonction. Et si on prend par exemple, si on maintenant on dessine une courbe dans R3, et qu'on a une courbe comme ça, le vecteur f sur cette courbe va être toujours dans la même direction, supposant qu'on prenne g, où g est donné par, si on veut, 0, 0, moins mg. Donc on va prendre justement un vecteur qui pointe vers le bas, ce qui va être notre champ vectoriel f, et on va intégrer ce champ vectoriel sur la courbe gamma. Et ça, c'est en fait ce qui va nous donner le travail, mais on va pas en discuter dans cette vidéo, on pourra en discuter dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Ce qui va nous donner le travail du coup de la force. Et comment on va déterminer ça? En fait, l'intégrale de notre champ FDS, ça va être du coup f de gamma de t fois gamma point de t, intégré par rapport à dt, entre a et b. Et ici, qu'est-ce que ça va être f de gamma de t? Ça va être ces vecteurs que j'ai dessinés ici en orange. Et gamma point de t, comme je l'ai dit avant, ça va être notre vecteur tangent qui va représenter la vitesse de notre particule, si on considère ça comme ça. Notre vecteur tangent, comme ça, qui se balade du coup sur notre courbe. Et donc, qu'est-ce que ça va être l'intégrale? Ça va être de faire l'intégrale du produit scalaire de nos vecteurs rouges avec nos vecteurs orange sur toute la courbe et intégrer ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça l'interprétation de l'intégrale curviligne dans R3, ou oui, dans R3. Donc pour comprendre l'intégrale curviligne vectorielle, si on veut. Donc cette intégrale curviligne, elle a justement, comme j'ai dit, beaucoup d'applications, notamment en physique pour la mécanique, par exemple, pour décrire l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle d'une force, comment on peut faire qu'une force dérive d'un potentiel. Et ça, c'est quelque chose que je peux traiter dans une autre vidéo, mais je vais m'arrêter là pour celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires.
Abonnez-vous et j'espère que cette vidéo vous a plu.